Bonjour à toutes et à tous. Elle est où la poulette? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Landestini. Je suis très heureux d'accueillir Nicolas Grandjean qui travaille dans les domaines des ressources humaines, de club de tennis, qui a plein de passions, qui a des très très bonnes valeurs. C'est un plaisir de t'accueillir, Nicolas. Bienvenue. Merci Henri. Non, non, n'en fais pas trop. Euh, Sinon après, tu vas tout spoiler et ça va être très mauvais pour moi. Trop d'attentes après. Et j'essaye de rendre jaloux les autres pour que Ouais, bien sûr. de venir dans le podcast Landestini. Donc, je dis toujours une moitié de vérité, une moitié d'éloge complètement superflu, artificiel. Cher Nicolas, Exactement. merci d'être avec nous. Euh, Aujourd'hui, on va parler RSE, transition écologique d'entreprise, mais aussi de club de tennis, parce que il y a ce formidable tennis club de Colombes où tu as une responsabilité, tu es vraiment engagé sur les questions de développement durable pour ce club et je souhaite que nous en parlions dans ce podcast. Alors, tu es à Roland-Garros là tout de suite. Je crois que c'est ça le bruit de fond qu'on entend. Tu es dans un magnifique lieu. Roland-Garros, c'est très bien, c'est très adapté. Et nous avons donc ce beau projet ensemble qui est la participation du tennis club de Colombes dans la Coupe de France du potager. Et nous avons aussi, dans une démarche plus globale, observé comment le tennis club de Colombes s'engage dans la RSE avec un petit peu ton pilotage. Donc, je voulais te poser une première question, Nicolas. Quand toi, tu es rentré dans le monde professionnel, ou depuis quelques années peut-être, qu'est-ce qui t'anime sur essayer de faire des actions au service de l'environnement, la santé? N'hésite pas à partager un petit peu à quel point c'est personnel, mais aussi une démarche collective que tu mets en place. Merci. Tout d'abord, mon cher Henri, je trouve ça top de pouvoir partager et avoir une sorte pas de une sorte de retour d'expérience, mais je vais pas imprimer là un discours, une vérité générale. Je pense que la vérité, elle appartient à chacun. Faut chacun trouver sa voie. Et moi, pendant longtemps, en fait, je me suis posé la question de l'associatif. En fait, j'arrivais pas. Je me suis toujours trouvé assez altruiste, assez tourné vers les autres. Moi, je fais un métier avec un métier en effet où je dirige un cabinet de recrutement, donc forcément nos contacts quotidiens d'autres personnes, on les conseille, on les accompagne. Et pour le coup, j'ai voulu un maximum, si tu veux, trouver ma voie pour pouvoir aboutir dans le cadre associatif, et c'est venu un peu tardivement. Donc c'est l'angle du tennis finalement qui a primé. Et donc cet angle-là, c'est vrai que je suis arrivé un petit peu par la petite porte au sein du club. On parle, on échange. Et puis, en effet, comme tu l'as si bien dit, le Cologne Tennis Club, bah, c'est un club qui est assez vivant pour le coup, qui est vraiment situé dans la région parisienne, dans un écrin de verdure. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est un club qui fait 1200 adhérents. Très clairement, il y a plein de choses à y faire. Et très clairement, je me suis dit, l'angle environnemental, en fait, me semblait tout indiqué pour pouvoir justement promouvoir d'autres valeurs à travers le tennis. Le tennis, c'est souvent l'école de tennis, le centre de compétition qui prime. Mais en fait, quand on a la moitié d'adhérents qui sont des enfants, c'est dommage en fait de se passer de cette ressource-là. Et je pense que c'est vraiment, moi, ça fait 5 ans que j'y suis. Donc finalement, peu ou prou, sorti du Covid, je me suis dit, il faut absolument que j'aille aussi mettre du sens pour les enfants, pour les aussi les adultes qui sont pas forcément sensibilisés à l'environnement. Et c'est vrai que la première conversation que j'ai eue avec Thierry Fam, qui dirige le Four Impact de la Fédération française de tennis, en fait, a vraiment tourné justement du potager. Et c'était un peu le hasard dans notre première conversation en 2021. Et en fait, il m'a dit, j'ai un super projet, il faut absolument que je te présente Henri pour pouvoir justement en faire la jonction. Donc voilà, donc ça, c'est la philosophie finalement qui m'a amené à.
Je reviendrai peut-être dans un second temps, si tu veux, sur la méthodo, dans la démarche globale du club, parce que pour moi, l'environnement est un prisme, en effet, de notre projet RSE dans sa globalité, mais n'est pas le seul, en tout cas. Il y a plein de prismes Oui. autour. D'ailleurs, parlons de ça, et je me permets de aussi reboucler autour de ton parcours. Euh, Tu es chef d'entreprise dans le recrutement, dans le Hum. RH. Euh, Tu vois ce que c'est une économie qui va bien ou qui va moins bien, qui va mal, les cycles, etc. Là, est-ce que, il y a eu des périodes où c'était plus facile de faire de la RSE, ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois compartimenter d'ailleurs dans ton propre travail et te dire, bon, bah, pendant cette période-là, je ne pense pas que je vais pouvoir vraiment discuter de ça avec mes clients ou partenaires. Déjà, est-ce que en termes de ressenti de l'économie, toi, qui gères une entreprise qui aide les structures à recruter, tu es sensible à comment l'environnement, la RSE, rentre dans la culture des dirigeants et dans la culture des salariés? Alors, très longtemps, la RSE est resté un axe de communication qui était donné au RH pour le coup, Mhm. et en fait, restait malheureusement que des effets de communication si on a fait telle action sociétale, mais c'était assez ponctuel et pas suivi d'effet. C'est depuis qu'il y a les lois qui tournent autour de la CSRD, en effet, qu'il y a un peu plus de contraintes réglementaires qui ont pu, dans lesquelles les entreprises doivent rentrer, se conformer, qu'il y ait un mouvement de fond en fait qui soit opéré. Et très clairement, ce mouvement de fond a amené des entreprises type grand cabinet d'audit à recruter massivement sur le profil d'auditeurs financiers, mais dédiés justement au RSE. Sans donner le nom d'un grand acteur international de l'audit, ils sont passés de 4 personnes à plus de 120 collaborateurs sur ces thématiques-là, sur la France, et Mhm. donc pour faire rentrer justement les entreprises dans les normes réglementaires progressivement. Alors oui, peut-être que c'est un projet cadré dans le temps. 2027, 2028, normalement, elles doivent rentrer vraiment dans leur conformité. Donc il y a des nouveaux métiers qui sont nés, que nous, en tant que professionnels du recrutement, nous accompagnons. Et puis, en fait, aussi, il y a beaucoup de corporates qui y voient maintenant beaucoup plus de transversalité dans les sujets. Ça n'est pas qu'un sujet RH, c'est un sujet financier, c'est un sujet business aussi. En fait, on voit que les RSE maintenant doit sert de plus en plus le business. Donc ça fait beaucoup de bien aussi. Et donc clairement, c'est quelque chose qui revêt des enjeux extrêmement euh, qui font voilà, il y a des actions profondes dans les entreprises et qui impactent l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc moi, j'interviens plutôt sur des profils de cadre supérieur justement, qui vont être le premier promoteur de l'action RSE. Plus l'action RSE est portée par un Ouais. président, par un directeur général, plus elle a de l'impact. Moins elle est haute, en fait, moins elle est cadrée par le président, moins il y a de volonté, en fait, de transformer un business model ou en tout cas essayer d'apporter de la valeur ajoutée. Et c'est intéressant ce que tu dis. Je vais me permettre de rebondir sur deux points. Déjà, les réglementations, le cadre législatif, donc c'est extrêmement utile, si je puis dire, parce que souvent citoyen ou une personne très militante sur les questions de transition écologique, on n'apprend rien à personne qu'il y a de la frustration dans la société pour une grande partie des personnes qui travaillent sur les questions d'écologie depuis longtemps et qui notamment regardent le monde économique en identifiant le greenwashing, en identifiant des mesures où on a mis de l'eau dans le vin pour les réduire en ambition, etc. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas de cadre législatif ou de nouvelles réglementations, et aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus, tu as mentionné le CSRD, et ça, c'est pas si ancien, mais on continue d'améliorer et de rendre plus difficile le fait de ne pas agir. On est d'accord. C'est ça. C'est ça. Et donc, faut accompagner ces changements-là. Pour les entreprises, même pour, j'allais dire, pour des entreprises de moindre taille. En fait, il faut vraiment, dans le,
Ça va du déplacement du collaborateur finalement pour venir sur le travail, à la gestion des ressources quand on est dans ce lieu de travail, jusque finalement des comportements qui sont un peu exogènes d'accompagnement de start-up, je sais pas, de mentorat de start-up, d'essayer d'accompagner des associations aussi. Moi, dans mon entreprise, je donne 2 heures aux collaborateurs pour pouvoir dédier du temps à des associations chaque mois. Alors ça peut sembler peu, mais c'est déjà ça. C'est une première pierre en Ouais, mais fait 2 heures, dans. c'est pas si simple de trouver 2 heures. Non. Euh, le rythme mensuel, je pense que si je peux me permettre, je trouve ça plutôt ambitieux, tant mieux, hein, bravo, parce que Ouais, euh, c'est la régularité aussi. bien sûr. Les choses ponctuelles, une fois dans l'année, on en a vu, hein. Donc, si tu en plus commences par 2 heures mensuelles, le jour où il va y avoir des salariés qui sont motivés pour faire plus, tu as créé, en tout cas, une base d'engagement déjà avec un plancher, si je puis dire, un peu soutenu. C'est plutôt robuste, donc bravo pour ça. Après, t'as employé exactement Ouais. le mot, en fait, qui est pour moi un peu la marotte. Il y a aussi un doux rêve parfois. C'est le mot Mhm. d'engagement. Euh, Ouais, ouais, On voit que dans les entreprises, depuis 2020, le taux d'engagement en fait des collaborateurs il s'est profondément effondré. Dans les sondages, il se situe entre 20 et 30% de salariés qui se déclarent comme engagés dans le projet de société. Donc c'est pas neutre. le Euh, Covid a joué là-dessus? le Ouais. Covid a joué là-dessus. Où il y a des collaborateurs qui sont plus éloignés de leur lieu de travail ou qui viennent moins. Je pense que le télétravail, j'en parlais, j'ai organisé une table ronde la semaine dernière sur la santé mentale au sein des entreprises. Et dans cette table ronde, il y avait une directrice des talents groupe qui disait qu'en fait, ils avaient fait des études approfondies dans leur groupe, c'est un groupe de luxe hein, mondialement connu, que certains collaborateurs en fait s'étaient isolés complètement dans le travail et souffraient énormément du fait de ne pas côtoyer des collègues dans le quotidien, de ne pas être mis dans des projets. Et la culture de l'informel, en fait, est excessivement importante au sein d'une entreprise. On fait société, hein, quand même. Donc ça, il faut pas Mhm. l'oublier. Et c'est très dur, en fait, quand on n'a pas le contact du physique, en termes de rythme, aussi business, quand on est sur des boulots, par exemple, de commerciaux, d'être éloigné, en fait, du centre, des 2 centres névralgiques de développement de business aussi. C'est difficile de maintenir un niveau d'engagement, en effet, fort et surtout de relayer les messages clés d'une entreprise. Ça manque de réactivité, ça manque parfois de profondeur, de motivation du quotidien. Donc, on s'éloigne finalement du cœur business de l'entreprise. Et donc, ce groupe-là, typiquement, a sifflé la fin de la récréation pour les collaborateurs qui étaient partis dans le bassin d'Arcachon, dans le sud de la France, ils ont un plan de relocation en fait sur 6 mois. Ils ont Ouais. dit à tous les collaborateurs, maintenant vous avez 6 mois pour rentrer. On vous propose même de bénéficier des conseils d'un agent immobilier si vous le souhaitez. Donc ça montre que là, il y a un petit coup de frein, mais peut-être il sera bénéfique aux collaborateurs pour pouvoir modeler un peu mieux cet engagement. Donc c'est Euh, vraiment là-dessus en fait C'est-à-dire qu'on voit que il y a quelque chose qui se il y a- fait. Hein. c'est un peu paradoxal. Il y a des analyses de Covid qui va donner envie de s'engager dans des nouveaux modes de vie, de changer de lieu de vie. Premièrement, on voit que c'est pas facile. Et j'ai fait ce changement de vie. D'ailleurs, j'ai fait un changement de vie avant le Covid. Mhm. Donc, c'est pas le Covid qui nous a influencés. Donc, on a quitté la région parisienne, on vit sur une ferme, on a fait plusieurs choses qui sont à contre-courant et on continue de le faire. Ce qui crée, pour le cynique, c'est des contraintes. Pour l'idéaliste, c'est des opportunités. Peu importe où je suis, moi, je fais, mais c'est réel, c'est pas Ah, si mais toi, simple que ça. ça a été un choix. Oui, c'est un Et choix, en ouais. effet, Oui. Mm. tu fais bien de parler d'influence parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ah ouais, bah, c'est bon, Mm. ça passe. Mais en fait, ça passe pas. Bah, Et donc, ça désagrège oui. parfois même Mm. les espaces de rémunération maintenant quand il faut retrouver sur un bassin d'emploi. Parce que tu peux pas savoir le nombre de personnes qui sont dans le Bordelais qui me contactent en disant bah ouais mais je cherche un local mais il y a rien donc en fait je vais revenir à Paris Mm. parce que sinon je vais perdre 20 à 30% de ma rémunération
Et donc, en fait, ils se retrouvent dans des trains en permanence. Pour d'autres, ça marche très bien, Oui. et tant mieux. Mais en fait, il faut trouver aussi ces espaces d'équilibre. Nous, on travaille sur notre modèle économique global, pas juste celui de la structure Landestini, mais constamment. Et Mm. nous sommes très revendicateurs, dans le bon sens du terme, d'une réflexion, d'accompagnement, de changement de vie qui ont des objectifs d'éco-responsabilité et de santé, mais qui sont compliqués à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai à titre personnel travaillé sur une réflexion de repeupler les campagnes, pas parce que c'est un bras d'honneur que j'envoie à la ville. J'adore, je suis de New York et de San Francisco, j'adore les grandes villes, j'ai habité à Paris, magnifique ces territoires. C'est juste que il y a des limites de soutenabilité et aussi une diversité de volonté dans les modes de vie qui est forte. Et donc, je considère que, et comme tu viens de le dire si explicitement bien, le jour où on a réussi à avoir un peu plus d'opportunités d'emploi et d'activités, j'ose dire confortables, pas luxueux, etc., mais confortables, où on se sent stable dans sa nouvelle vie, pas quel que soit le territoire, mais avec un peu plus de choix territoriaux, je pense que l'économie va mieux se porter. Mieux Et, équilibré, tout à ouais, fait. ouais. Et donc, ce que tu dis est très intéressant, c'est ensuite les entreprises. Le Covid, paradoxalement, n'a pas nécessairement facilité l'engagement dans la culture, finalement, parce que l'entreprise aussi voit que la cohésion grâce à la proximité des personnes au sein d'un projet et d'une entreprise ou d'une structure qui emploie, bah, elle est fondamentale. C'est ça que tu es en train de dire. C'est signe la fin de la Exactement. récré. On a besoin C'est d'être la ensemble culture, finalement parce que c'est la ouais, culture de l'informel, la culture de l'énergie aussi, hein, on ouais, le voit ouais, bien, ouais. parce que tu peux pas demander tout à ton entreprise. En Mm, fait, je trouve qu'il y a un niveau d'exigence maintenant extrêmement fort du collaborateur sur son entreprise. Bon, certains, justement, si on fait le lien, se sont dit on va lancer un projet RSE génial, tous nos collaborateurs vont rentrer dedans, on se doit d'être une entreprise exemplaire pour moult raisons. En fait, ils voient très bien que il y a pas de collaborateurs qui suivent derrière, ou en tout cas, les collaborateurs se disent ah c'est super, mais en fait ils rentrent pas dedans parce qu'il n'y a pas assez de pédagogie ou pas il n'y a pas assez de pragmatisme. Moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré même dans ma boîte. Nous, notre claim, c'est on travaille selon le dogme du leadership responsable, d'être des acteurs finalement qui incarnent le moment dans la société, qui sont des vrais leaders en termes d'engagement dans leur profession, au niveau sociétal, au niveau environnemental, qui va être des acteurs exemplaires et qu'on recrute aussi des leaders de demain au niveau générationnel et qui se retrouvent dans ce claim du leadership responsable. Et en fait, c'est à double tranchant, parce que tu es attendu au tournant. Et donc, si tu donnes mm, pas des exemples concrets dans tes actions, bah en fait, t'es mort. Et mm. donc, nous, on a mis en place dans ma structure l'ensemble d'une démarche RSE, alors et c'est marrant parce que j'avance presque à la même vitesse entre mon club de tennis d'un côté et mon entreprise de l'autre. Donc j'ai l'impression d'être parfois un peu schizophrène en me disant, ok, c'est dans quel où est-ce que j'ai eu mon label? Oui, Donc mais ouais. c'est marrant parce que voilà, pas exactement le même séquencement dans le temps, mais par contre c'est très similaire en termes de sujet d'attente, à la fois de mes adhérents d'un côté et de mes salariés de l'autre. Ouais. C'est bien de le dire parce que tu as mentionné l'associatif, l'entreprise, on a parlé de l'économie et tu as commencé par l'associatif quand je t'ai posé la question sur justement ton engagement, tes valeurs. Et je trouve ça chouette parce que tu es quand même au cœur de comprendre les impératifs et les contraintes que vont te mettre en avant des entreprises et des employeurs et des employeuses dans tous les sens. Et tu fais beaucoup de ton temps dédié à une association. C'est une association, le club de tennis. Parlons de cette association Ouais. et de faire évoluer les projets. Et j'ai mon petit garçon qui souvent participe si jamais le petit fait du Ah, mais bruit. bien sûr, hein, de toute façon, il faut Très bien. transmettre dès le plus jeune âge. Euh, Donc, donc le j'en son parlais du tout à podcast. l'heure.
Yes, Ouais. j'en parlais tout à l'heure. Moi, je suis dans un pop club juste avant le Covid. Donc, ouais, ça, 2020, ouais, 80, ouais, ou 2020, ouais, quelque chose un peu avant. Euh, et, euh, et en fait, très rapidement, dans les discussions, on m'a proposé de rentrer au comité de direction. Et, euh, et tout de suite, j'ai pris mon rôle très à cœur, mais dans un souci de complémentarité. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient super bien faites. C'est un club qui est en termes de taille, c'est dans le top 30 des clubs français, donc ça te donne une idée de la taille. Donc en fait, il y a beaucoup d'attentes et plutôt, et c'est un sport de toute façon qui est fait pour des personnes qui sont plutôt aisées dans la vie, hein, on va pas se mentir aussi, et qui certes veulent jouer au tennis, donc ils veulent des cours disponibles, ils veulent prendre des cours aussi avec des profs sympas. Donc il faut une équipe pédagogique qui soit aussi au diapason de tout ça, ce qui est le cas, heureusement. Et en parallèle, il faut trouver un peu de sens dans la démarche parce que là, je pense qu'au mois de janvier de l'année dernière ou même cette année, il y a pas un. Alors l'année dernière, c'était plus le cas, je pense. Il n'y avait pas un patron qui parlait pas de RSO lors de la présentation de ses vœux. Parce que il Ouais. voulait laisser son empreinte, il voulait parler de sujets d'engagement pour sa société. Cette année, je pense qu'ils ont plus parlé de chiffres, et ça, c'est un autre sujet. Euh, mais en tout cas, l'année dernière, c'était très parlant. Donc en fait, moi, je suis arrivé au club, j'ai pris d'abord les sujets de sponsoring, de partenariat, parce que c'est un peu l'ADN de mon métier aussi. Je suis en contact avec des clients, et donc j'ai créé un premier club d'entrepreneurs, un premier cercle d'entrepreneurs qui finançait en fait à la base le projet, qui était un projet de donner du temps aux très bons élèves de l'école de tennis pour 2 semaines en fait. Les sponsors finançaient les déplacements des talents du club à moindre coût du coup pour faire des tournois l'été. Et puis je me suis dit en fait c'est trop limitatif, ça englobe pas assez de sujets. Et en fait, je me suis dit si on rentre pas dans une démarche globale de transformation du club, je pense qu'on va passer à côté de messages clés Hmm. pour les adhérents. Pour moi. Oui, Ouais. transformation du club, c'est intéressant parce que euh, la, un club de tennis, est-ce que tu as déjà entendu, nous on est là pour jouer au tennis, et autour, ben, on le laisse pour d'autres structures. Déjà, je te pose cette question-là parce que je crois savoir ce que tu vas me dire, mais ça m'intéresse de comment tu as géré aussi peut-être la motivation sur autour de ces projets, parce que tu as une capacité de leadership, une motivation qui est contagieuse. Mais j'ai envie d'aborder un petit peu ce frein Ouais, que on nous a renvoyé de temps en temps. Nous, on est là pour jouer au tennis, c'est ça. que ce soit des potagers ou d'autres projets, pour laisser ça pour chaque domaine respectif. Je pense que c'est des conversations au début un petit peu informelles, et puis c'est une conviction un peu profonde que j'avais. Moi, c'est une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien Moreau, qui vient de la stratégie, avec sa femme Samantha, on a eu plusieurs conversations successives. On s'est dit, mais en fait, euh, il y a un truc à faire de sensibilisation des adhérents à l'inclusion, au handicap, qui n'est pas fait aujourd'hui. Et donc, en fait, on a commencé à réfléchir dans un premier temps à des formats de table ronde. Et ça, d'un seul coup, en fait, c'était bouleversant de voir l'effet que ça pouvait produire auprès de certains adhérents. Et donc, nous, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille au fur et à mesure en se disant, mais en fait, on rentre dans une démarche globale. Et donc, Hmm. on est parti d'un sondage, en fait, qu'on a commandé via la société IPAMA. Euh, IPAMA nous a permis d'établir un sondage sur les attentes, en fait, des adhérents. Et ce sondage, en effet, bah, il y avait le côté environnemental qui était assez fort, qui ressortait pas mal. Le handicap, en effet, l'inclusion ressortait aussi énormément. Donc il a fallu trouver des réponses. Donc les tables rondes ont été une partie, certes des réponses, mais en clair, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein du club? Donc Hmm. nous, on a présenté tout un plan de transformation justement à la FFT,
au comité de Hauts-de-Seine, et aussi à la mairie, nous a vraiment bien accompagnés, qui ont été très sensibles justement aussi le projet du potager. Donc ça, on ne le savait pas avant de le présenter. Et donc, on a présenté tout notre plan de transformation sur les piliers qui sont l'inclusion, l'environnement et une gestion en fait aussi RH qui soit nickel parce qu'en fait les trois sont vraiment liés aussi. Et donc voilà, donc ça a Ouais. été, on a eu une labellisation de la FFT suite à la présentation de ce rapport. Ce rapport, donc on est dans les Hauts-de-Seine, on est deux clubs labellisés, club engagé RSE niveau A, ce qui veut dire que on est dans une démarche. Et on n'a pas encore finalisé l'ensemble de notre projet. Nous, notre projet, ça tourne autour de la transformation du club. Certes, nous sommes dans un écrin de verdure, mais qu'est-ce qu'on fait pour répondre à des nouvelles contraintes aujourd'hui pour les clubs de tennis qui, à un horizon 10, 15 ans, pourront peut-être pas arroser leur terrain de terre battu avec la même saisonnalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la récupération de l'eau, à la gestion des terrains? Qu'est-ce qu'on fait justement pour que cet écrin de verdure, bon, on continue justement à créer des zones qui soient les plus humides possibles pour préserver les joueurs et la qualité des terrains aussi quand ils souhaitent jouer. Euh, donc ça, c'est sur une branche un peu environnementale, même très environnementale, qu'on a commencé à bâtir ce projet en lien avec la mairie. Et le potager est arrivé assez rapidement dans l'équation parce que moi, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. On a la chance d'avoir un restaurant au sein du club. Et en fait, on fait des produits qui sont des produits très bien, mais pas du tout sur les produits de saison. Moi, ce qui me rend flou, c'est d'avoir une tireuse à bière où je finance une multinationale. Donc elle qui ne travaille très clairement pas, c'est circuit court. Donc voilà. Donc je me suis dit, il faut tout reprendre sur la restauration. Mm. Et Sébastien, dont je parlais tout à l'heure, a pris le sujet à bras le corps et est en train de mettre des actions très concrètes en place, puisqu'en plus, on va refaire l'ensemble de notre clubhouse pour aussi travailler l'accessibilité des personnes à mobilité réduite qui Mm. aujourd'hui n'ont pas accès. Donc là, c'est aussi dans le plan de travaux finalement et transformation du club, on va chercher justement jusque au handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui pour le coup nous anime en fait énormément parce qu'en fait, ça donne une vision globale à la démarche et pas qu'une vision purement environnementale. Et sur le handicap, on s'est rapproché d'associations locales et on continue de s'approcher pour que tout le monde puisse être sensibilisé au handicap. Si on parle, on avait fait notre première table ronde, c'était sur l'autisme. Et l'autisme, en fait, on voyait qu'il y avait un enfant qui était répertorié autiste au Com Tennis Club versus 8 ou 9 à Gennevilliers, qui est un club voisin, dont la taille est plus ou moins similaire. Mais par contre, ils ont une ressource en entraînement. Ils ont un entraîneur qui est formé à ça. Et donc, nous, on a besoin de former aussi des entraîneurs. Parce que moi, je suis hyper sensible aussi à cette cause-là. Les enfants qui sont atteints d'un trouble autistique, le tennis, c'est un vrai refuge pour eux. Mm. Ouais. Parce que les parents, ils ont aussi besoin de les lâcher. Eux, ils ont besoin de repères, de répéter de façon systématique des tâches qui les sécurisent. Donc le tennis, c'est un bon, j'allais dire, c'est un bon outil pour pouvoir Ouais. travailler leur développement aussi, et ça soulage les parents aussi. Donc, il y a besoin, voilà, Mm. que même à travers le handicap, moi j'ai mis l'ensemble des gens de la mairie dans des fauteuils pour les initier au tennis fauteuil aussi. C'est quelque chose qui se veut penser globalement, mais sur de petites actions, les stratégies de pas à pas fonctionnent en fait. C'est pas Ouais. juste quelque chose, on se dit, j'ai pondu mon plan, c'est super. Mais derrière, il faut de l'énergie, il faut des ressources. Et Ouais. c'est ce qui manque toujours dans un cadre associatif, c'est les personnes qui ont envie de s'engager. Mm. Et le mot revient, tu vois, que ce soit pro ou Ouais. perso, l'engagement, c'est ça qui forge les personnes. Et moi, je le fais parce que c'est quelque chose qui nourrit mon quotidien. Je suis engagé là-dedans. J'ai pas envie de me réveiller le matin en me disant, ouais, allez, tu vas juste faire ce que tu as fait l'année dernière, la même chose, mais tu vas le faire en mieux et avec plus de sens, quoi. Ouais, c'est ce sens qu'on a mentionné euh, même avant de lancer ce podcast ensemble, c'était de continuer à donner du sens au maximum dans tout ce qu'on fait, chez l'individuel et collectif. Et le sens, pour revenir sur des bases entre le tennis, le sport, l'alimentation, le potager,
Nous, quand on a travaillé sur le lancement de la Coupe de France du potager des clubs de tennis, on savait, et je savais à titre personnel, ayant fait du tennis sur le circuit futur pendant une année devant l'université américaine en Californie, l'alimentation, c'est déterminant pour sa santé, pour aussi sa performance sur le terrain. Ça, c'est une évidence. Et si on vient en arrière, même dézoome sur la santé publique de la jeunesse et des familles aujourd'hui, il y a, il y a une épreuve d'activité et de sortir de la sédentarité qui est fondamentale. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que dans cette initiative de créer un potager et de l'entretenir, non seulement on fait un clin d'œil au fait qu'il faut manger des légumes, on a besoin de fibres, il faut manger des produits de saison si on peut, des produits locaux si on peut, d'un point de vue empreinte carbone des produits. Et par ailleurs, c'est encore une activité où, oui, on peut être à genoux en train de semer à un moment donné des graines, mais globalement, on n'est pas assis en train de rien faire, comme là, on est en train de discuter autour d'un écran, mais c'est encore une activité physique. Et euh, cette culture d'être en mouvement constamment, j'ai eu le plaisir d'écouter un professeur, un médecin généraliste, mais qui s'est spécialisé tout de même dans le mouvement des jeunes. Euh, il parle de l'importance de juste faire 30 minutes par jour de marche. Et on a un pourcentage tellement faible de personnes qui font ça tous les jours, même aujourd'hui. Et donc le potager, c'est encore un autre outil pour cela. Et le lien avec l'école de tennis a été fait dans de nombreux clubs. Et donc j'aimerais maintenant te poser la question, cher Nicolas, c'est cette Coupe de France du potager des clubs de tennis, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui a motivé les personnes autour? Je rappelle que votre club a eu le coup de cœur au sein du jury. Landestini et Terre d'Impact, les deux principaux organisateurs de ce concours. Hein, c'est nous avec Terre d'Impact de la Fédération française de tennis et on remercie Thierry Pham. Je remercie aussi Pierre Barthez, qui est le meilleur entremetteur, le meilleur penseur de nouvelles relations à créer, en plus d'être ancien numéro un français de tennis, mais juste une belle personne. Euh, mais qu'est-ce qui a été vraiment dans la motivation pour toi pour porter et réussir au sein de ce concours? Alors, je remercie aussi infiniment Thierry et Pierre qui ont été à tous les instants avec nous aussi. Et j'ai eu le plaisir et un bonheur infini à les accueillir au club. Et pour certains, accueillir Pierre Barthez au club, dans un club associatif comme ça, j'ai eu l'impression qu'il croisait Johnny. Euh, Ouais, donc je pouvais pas leur faire plus plaisir. ouais, Euh, C'était pas ma source de motivation principale. Évidemment, ma source de motivation, c'était de mettre du sens pour mes adhérents, pour mes partenaires aussi, parce que mes partenaires se sont investis aussi dans le sujet. Moi, j'ai eu des bacs, 8 bacs magnifiques gratuits de la part d'un de mes partenaires, contre un échange d'images. Je trouve ça assez ouais, sympa de sa part. L'ensemble le vendredi, il y en a eu plusieurs vendredis ensemble avec les partenaires où ils m'aidaient justement à mettre en place l'ensemble de la structure. Bon, j'ai ma fille aussi qui a beaucoup donné de ce point de vue-là, mais elle qui déteste le tennis, par exemple, elle a vu dans ce projet-là ah ouais. un vrai, Elle n'aime pas bon, le ça, tennis, et elle s'est impliquée ça- dans le projet. Ouais. c'était mon désespoir total. Et donc, mais je vais en parler parce que je vais faire un lien sur la pédagogie qui me semble essentiel. Ouais. Moi, c'est ce qui me plaisait, c'est d'avoir un projet pragmatique où au sein du club, on a de la place. On a une place en fait qui n'est pas occupée et qu'il faut occuper. En Mm. effet, et dans une démarche circulaire globale de transformation même d'un restaurant, il faut avancer. Il faut avancer. Et donc, c'est quelque chose qui nous était réclamé par certains adhérents, pas tous, il y en a certains que ça touche pas. Par contre, ceux que ça touche, ils disent, mais vous arrêtez pas de faire le truc au club, c'est génial. On fait des événements tout le temps, on essaie de faire bouger les choses, de sensibiliser les personnes justement bien manger. Ok, bah, et en fait, c'est vraiment une démarche globale qui nous occupe.
de se dire, OK, ce potager, en fait, on peut lui faire raconter une superbe histoire. Alors, Mm, on mm, n'était pas au même niveau que certains autres clubs, en effet, mm. parce qu'on avait commencé plus récemment. Donc là, c'est vrai que l'année dernière, c'était une autre année de lancement. Il y a eu de la production d'un peu de légumes, etc. Mais on sait très bien, il y a besoin, en tout cas, il y avait besoin de tout reprendre un petit peu aussi à la base. Et pour cette année, on a trouvé, du coup, grâce à l'événement, de nouveaux membres et adhérents qui vont pouvoir nous accompagner. On a trouvé de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui vont nous permettre justement de porter le projet à travers l'été, par exemple, où il y a un peu moins de monde sur site. Et surtout qui vont mettre la main au potager finalement ici dans le Puy. J'ai pas un temps malheureusement qui est extensible, mais en tout cas, ça va permettre justement de le faire vivre à travers le temps. Et derrière, il y a des associations colombiennes qui vont aussi venir vous le voir. Il y a beaucoup de projets de potager qui sont déjà en place. Et donc, c'est plutôt voir les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'expérience et comment on va faire le lien. Donc, avec le restaurant, oui, d'un côté, évidemment, faire manger au moins les profs, justement, de façon équilibrée, certains adhérents. Et aussi, donc le but pédagogique de tout ça, tu vois, ma fille, elle a imprimé un PowerPoint qu'elle a présenté à son école et en fait, elle voulait absolument que le présenter à son directeur pour faire venir son école justement au potager. Parce que bah, Ouais. il y a besoin de sens. Et donc, c'est pour ça qu'on a des panneaux pédagogiques. Alors, on a mis plein de panneaux pédagogiques dans le, dans le potager. Et après, il va falloir qu'on pense encore plus l'expérience immersive. Bah, comment on va pouvoir l'animer, en fait, 1 à 2 fois par semaine pour y mettre du sens de ce point de Ouais. vue-là. Et que les gamins qui viennent au club, tu vois, moi, j'avais eu le réflexe, j'en pouvais plus de les voir sur leur écran le mercredi, en train d'attendre leurs parents ou d'attendre leur séance de tennis. Donc j'ai commencé, j'ai repeint alors j'ai repeint, mais il est très moche le meuble que j'ai repeint. J'ai repeint un meuble justement où j'ai mis plein de livres dedans, des jeux juste pour casser le truc. Et si en plus sur les beaux jours je peux les faire sortir, voir ce potager et trouver et les Ouais. faire jouer dans le potager, bah ma joie sera d'autant plus grande. Donc il y a Mm. besoin justement de petites actions, de petits trucs comme ça. Et c'est quand on est dans la vie du club, on arrive justement à animer et à être animé par ça. Ouais. Je te félicite, je félicite les autres membres de ta fille, mais tout le monde que j'ai vu quand je suis venu visiter le potager, que notre équipe a vu à plusieurs reprises, parce qu'on est venu euh, vraiment à plusieurs Au moments de tout l'année début. voir l'avancement de votre action. Ce que j'ai apprécié d'ailleurs ce que tu viens de dire, les petites actions, j'aimerais clarifier une position qui est la mienne. Que les petites actions souvent passent par le crible de analyse macro de notre société, même de la planète, en ce qui concerne la transition écologique. Et jamais est-ce que les petites actions nuisent ni font abstraction au besoin d'agir à l'échelle globale et à un besoin de volonté politique au plus haut niveau, certes. Mais c'est quoi la réalité? C'est que s'il y a du cynisme autour des petites actions ou des petits pas, ou, eh bien, pour moi, elle est très contre-productive et je veux vraiment inviter toutes celles et ceux qui font des petits gestes au quotidien ou qui font des petits gestes qui participent à un projet plus long terme où on ne voit pas l'impact tout de suite, de rester super motivés et fiers de ces actions. Parce que j'ai travaillé avec des responsables politiques, j'ai travaillé avec des dirigeants d'entreprise, autant en interne qu'à l'externe. Et je suis entrepreneur à la fois de petites entreprises, mais surtout associatif. Et ce que je sais avec quasi certitude, c'est que s'il y a arrêt, ou diminution des petits gestes de la part de citoyens, de clubs, de structures éducatives, eh bien, la chaîne de l'action va être rompue. À un moment donné, la volonté politique n'existera plus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de frustration, de manque de volonté politique, ou sur le manque de volonté politique, si on n'agit pas. Et c'est une paraphrase de quelqu'un qui est bien plus légitime que moi, qui est celle de Gandhi, la citation de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ».
Mais la réalité, c'est qu'elle est d'autant plus vraie aujourd'hui. Plus il y a peut-être de signaux politiques négatifs, parce que à l'heure où on fait ce podcast, la présidence des États-Unis, elle est climato-sceptique. Il y a plusieurs pays où se remettent en question des mouvements nationaux politiques sur les questions environnementales. Et alors, on agit. Et quand on va agir, on continue de rendre solide et robuste le refus qu'il faut revenir en arrière trop facilement ou trop profondément. Et donc, le fait de créer un potager, quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre de personnes qui participent, et de l'entretenir, eh bien, dans le sens figuré, et c'est pas un jeu de mots mal intentionné, ça sème des graines et ça va continuer à avoir un impact. Et demain, peut-être qu'il sera d'autant plus fleuri, d'autant plus grand. Et donc, je veux vraiment rassurer, motiver toutes celles et ceux qui se posent la question de, ouais, mais est-ce qu'un potager de 10, 15, 20, 30 mètres carrés fait une différence? La réponse est oui. Et il faut continuer. Et donc, moi, j'ai vu votre potager vous n'avez rien à rougir. En plus, il est très beau. Et moi, je l'ai vu en plus à l'automne, voire début de l'hiver. Donc, il était au pire moment en termes de présentation esthétique et il était quand même beau grâce aux infrastructures que vous avez fait, ceux qui restaient des plantes, parce que je sais aussi qu'il y avait plein d'herbes aromatiques, il y avait encore certains qui avaient un très beau parfum. La réalité, c'est qu'il faut agir et on est heureux quand on agit. Et j'ai eu la chance de travaille avec plein de personnes qui disaient agir rend heureux. Ça, c'est Yann Arthus Bertrand. Cyril Dion, il parle d'énergie positive à amener aux gens. Et cette énergie positive, il faut la dégager et faire abstraction de tout cynisme et de toute négativité à différentes échelles. Donc moi, c'est une des choses que j'apprends grâce au club de tennis qui Ouais, s'engage, c'est que vous avez fait un pari de vous engager en quelque chose qui n'est pas dans votre corps de métier principal. bien sûr. Et ça fait plaisir, ça nous motive d'autant plus. Donc, évidemment, je vous encourage à continuer, toute votre équipe et toi, cher Nicolas. C'est quoi les Ouais. perspectives pour la suite? Ah, faut qu'on décroche la première place l'année prochaine, c'est pas possible. Effectivement, ouais. Je sais que en tant que compétiteur, Euh, mais c'est pour ça qu'on aime non, bien aussi le fait d'avoir créé une compétition. Ça motive aussi, c'est la bah, cerise sur le gâteau. évidemment. Ouais, bah, Ouais, alors là, alors t'as entièrement raison sur. Je réagis d'abord à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai connu pas des railleries, mais des gens en disant, allez. Puis moi, je m'appelle Nicolas, si tu veux, donc le lien avec le jardin était assez facile. mm, Donc bon, 5 minutes ça va, 3 mois ça devient un peu lourd. Mais en tout cas, il y a des gens qui comprennent pas cette mm. démarche-là et qui ont besoin parce qu'ils disent que c'est pas ça qui est attendu par Ouais. les adhérents. Et je suis d'accord avec eux Ouais. partiellement. Et parfois, on Euh, dit aussi que il y a d'autres priorités, on pourrait ben bien récupérer sûr. d'autres Et, plus. Mais très et, bien, on fait et, et, tout. Mais le et, potager, ça coûte et, pas et- grand-chose. Ouais. et Mm, ça coûte rien, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte du sens. Par contre, le fait Le fait est, c'est que ben, ça permet de créer aussi des événements, ça permet de créer ouais. de l'engagement, ça Du permet lien, d'avoir un ouais, ouais. discours qui soit différent. Et ça, j'allais dire, ça a énormément de valeur, à mon Mm, sens. Évidemment, c'est moi qui oui. le porte, donc je vais pas te dire le contraire. Et ça peut faire taire parfois les plus revendicatifs, mais les gens qui se disent ça sert à rien. Pour moi, ça sert parce qu'en fait, j'ai besoin que même ces gens-là, en fait, quand ils sont avec leurs enfants, ils en parlent. Oui. Mais la réalité, c'est J'ai ouais, besoin en fait de ça. Et le moment où il y a les écoles qui viennent, et ça il y a le plan qui va vraiment commencer sur les beaux jours, parce que on va pas les faire venir quand il n'y a rien à voir, ni quoi que ce soit. Nous, là, entre avril, mai et juin, le potager sera davantage accessible. Mais en fait, c'est ça que je veux, c'est que le soir, les enfants disent à leurs parents, ah, j'étais au camp tennis club et j'ai vu qu'ils faisaient des choses pour l'environnement. Le reste, c'est pas grave. Et ouais. donc, en effet, faisons taire les sceptiques, ou en tout cas, emmenons-les à réfléchir différemment. J'aime, tu as bien fait un argumentaire aussi qui incluait un argument très simple. Passer du temps avec ses enfants. Les enfants, c'est ce dont ils ont besoin. À titre personnel, c'est ce que je crois. Je donne des leçons à personne là-dessus. Tous les parents sont différents, mais je sais que quelle que soit l'activité, presque rien que passer du temps avec mes garçons, j'ai l'impression de cocher une case magnifique et importante dans la vie. Le potager, c'est encore un espace où on peut le faire parce que on arrive avec un outil qui ne va pas nous juger,
même le terrain de tennis, si je peux me permettre, est plus cruel qu'un potager. Parce que moi, je fais du tennis et quand l'adversaire en face essaye de te prendre des points ou essaye de t'envoyer des balles qui sont inconfortables pour toi, enfin, si moi j'ai essayé de faire du tennis professionnel, c'était la chose la plus difficile que j'ai essayé de Bien faire dans ma sûr, vie. faut être un steak Euh, analyste, bien sûr. ouais. Et à partir de l'âge de 32 ans, j'ai appris à faire des légumes, produire des légumes. Donc, si vous pensez que si vous jouez au tennis ou vous faites un sport, quel que soit votre niveau, vous pensez que le potager c'est difficile, je vous demande à relativiser. Mais en tout cas, je sais que c'est pas juste dire et trouver autour de nous qui est l'intérêt de faire le potager et la démarche RSE par ailleurs. C'est juste, je trouve important de dire qu'il n'y a aucune incompatibilité entre des mesures plus infrastructurelles ou de politique publique, de volonté politique, avec le fait de faire un potager. Et d'ailleurs, si je pense que c'est important de dire que végétaliser les espaces urbains à travers de la nourriture comestible et des plantes comestibles, c'est aussi très important d'un point de vue absorption des fortes chaleurs qui vont monter, absorption aussi des pluies, remettre de la pleine terre, avoir des choses qui peuvent absorber les éléments physiques tels que même des bacs, etc. C'est très important. Les villes seront plus durables avec des potagers partout. Ça, Bien c'est sûr. pour moi à retenir quand j'ai commencé ce travail. Euh, Nicolas, j'apprécie énormément le temps que tu nous as consacré. Je pourrais en Évidemment, parler sans des heures être... aussi, hein. Fais gaffe, hein, Ça, c'est sûr. je pourrais en parler des heures, que ce soit Mais mon oui, club, que ce soit le monde, et je pense que faut trouver des gens animés par ça. C'est tout. Et je prendrai toujours plaisir à rencontrer des personnes pour exprimer justement mon projet global, notre projet, puisqu'on est plusieurs à le porter aussi. J'ai eu la chance d'être, je parlais de Sébastien, notre Nicolas, enfin, Samantha, on est plusieurs, on a formé une équipe. Donc ça, ouais. c'est chouette. C'était un plaisir et merci beaucoup Nicolas d'avoir passé ce temps avec nous. Et Bon, ça va. Tu vois, j'étais à Roland-Garros, tout va bien. c'est un lieu très propice, magnifique institution. De travailler avec la Fédération française de tennis Ouais. et que ça s'incarne par des partenariats comme avec le Colombe Tennis Club, c'est un réel privilège. Et donc, continue comme ça. En tout cas, c'est nous qui disons en tout cas que c'est très positif pour nous. Et je te souhaite une belle année 2025, autant pour toi, mais pour le Tennis Club de Colombe, pour ton entreprise. À très bientôt, cher Nicolas. T'en prie. Merci, salut Henri.